Et pourtant, c'est le mandat de dépôt qui menace. Le parquet a requis dans les 2 volets de son procès l'incarcération immédiate. Il a été interrogé sur son sentiment cette semaine. Et je me tourne vers vous, David Servenet. Vous êtes journaliste au Jour, auteur de la saga The Balkanies. Il dit qu'au fond, cette semaine, c'est une semaine comme les autres. Est-ce que ce n'est pas son carburant d'être toujours en campagne ? Oui, en quelque sorte. Patrick Balkany a la particularité d'être un jusqu'au-boutiste, c'est-à-dire il croit en sa bonne étoile. Jusqu'à maintenant, il est à peu près passé au travers des mailles du filet. Il a été condamné une seule fois, vous l'avez rappelé dans votre sujet, pour prise illégale d'intérêt, pour avoir utilisé des employés communaux à titre personnel. Et il pense en fait que sa bonne étoile va toujours le protéger. C'est aussi sans doute un peu une forme de posture, histoire de dire croyez encore en moi. Rester soudé autour de moi, mon carré de fidèles, de façon à ce que, si jamais la justice ne m'écarte pas totalement de la vie politique, eh bien je pourrais revenir. Et on le voit d'ailleurs aussi à la fin du sujet, il a toujours un réel soutien populaire, Patrick Balkany à Levallois, c'est indéniable. Un peu comme Jacques Mélic, par exemple, à Béthune, avait réussi à être réélu. Lui pense que malgré toutes ces turpitudes qui ont été très largement exposées et décortiquées par la justice, il va pouvoir revenir en politique. C'est vrai qu'il reste très populaire et beaucoup de ses administrés disent les affaires, finalement, ce n'est pas notre priorité. Ce qui compte, c'est notre quotidien. Et donnons la parole aux 2 adjoints, David-Xavier Weiss et Laurence Bourdet-Mathis. Est-ce que vous préparez quand même la suite? Parce que quand même, le parquet a requis l'incarcération immédiate de Patrick Balkany. Est-ce que l'après-Balkany s'écrit aussi maintenant? Bien sûr. Pas du tout, parce que nous, on part du principe que Patrick Balkany est celui qui nous a fait gagner, qui nous a donné notre chance en politique, que ce soit Laurence ou moi. On a eu notre premier mandat grâce à Patrick Balkany. Et sur le terrain, on le voit, tous les électeurs. Ça a été le cas notamment après l'incendie qu'on a connu sur le marché il y a 2 semaines. Tous les électeurs viennent voir Patrick Balkany, lui disent « on a besoin de vous, restez notre maire ». Il y a un soutien populaire. Vous l'avez vu, vous l'avez vu dans le reportage. Vous le confirmez? C'est pas. Oui, c'est assez étonnant. Je n'invente pas. C'est une réalité du terrain. Les Levalloisiens sont conscients de ce que Patrick Balkany a apporté à Levallois et a apporté dans leur vie au quotidien. Il y a une vraie prise en charge de toutes les catégories. Que ce soit, vous disiez tout à l'heure, les personnes âgées, mais aussi les jeunes, sur un budget de 280 millions d'euros qui est celui de la ville de Levallois, on a presque un tiers qui va sur l'enfance et la petite enfance. C'est ma délégation en l'occurrence. Donc on voit quand même que ce sont des gens qui s'investissent pleinement. Que ce soit Patrick ou Isabelle Balkany, moi quand l'incendie a pris feu, j'ai été adjoint de permanence et j'ai appelé Patrick Balkany. Il était là immédiatement, il est venu dans l'heure qui a suivi. La première chose qu'il m'a dit, c'est occupe-toi des personnes et va chercher des croissants pour les personnes. Il y a cet amour des Levalloisiens et de la ville de Levallois. Avec en toile de fond quand même des accusations de clientélisme et on les a entendues dans ce sujet. Fabrice Babin, on va donner la parole à Fabrice qui était donc sur le terrain. Est-ce que vous confirmez déjà ce que vient de nous dire je voulais rajouter par rapport aux habitants de Levallois-Perret, c'est assez étonnant parce que même des gens qui n'ont pas voté pour Patrick Balkany ont du mal à le critiquer. Parce qu'en effet, tout le monde s'accorde à dire qu'on vit bien à Levallois, il y a des places en crèche, les équipements sportifs sont parfaits. Il y a une petite on a vu gêne. la distribution de thermos. Il y a une petite gêne quand même chez certains parce que on parle beaucoup de Levallois pour les affaires. Donc ils sont un peu gênés. Ils sont un peu entre 2 chaises, mais ils ont du mal. Je vois David Servenet qui bouillonne. Non, je ne bouillonne pas, mais en fait, je pense qu'on confond 2 choses. C'est qu'effectivement, on voit bien que les Balkany ont construit à Levallois un système clientéliste qui considère que les gens qui vivent dans cette commune sont d'abord et avant tout des consommateurs, pas des citoyens, ce qui pose quand même un premier problème. Et ensuite, comme tous les systèmes clientélistes, ça marche tant que vous mettez de l'essence dedans. Quand il n'y a plus d'argent, quand il n'y a plus de moyens, ou alors quand les moyens baissent, ce genre de système s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais. C'est pour ça que je faisais référence à Jacques Mélic tout à l'heure, parce que dans le Pas-de-Calais, il y avait à peu près la même organisation clientéliste organisée par le Parti socialiste, avec un certain nombre d'élus. Et à partir du moment où il n'y a plus de moyens, plus suffisamment d'argent, tout le système finit par s'effondrer. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer à Levallois-Perret, et c'est ce qui se passe aussi, de manière plus générale, dans les Hauts-de-Seine, puisque, en fait, Patrick Balkany n'est que l'incarnation et un des protagonistes d'un système bien plus large qui a été mis en place il y a
plus de 30 ans dans les Hauts-de-Seine, qui était le système Pasqua, pour dire les choses simplement, et qui marchait beaucoup avec l'immobilier évidemment, et sur des systèmes de corruption. On l'a aussi assez répété, ça a été assez documenté. Didier Schuller, qui était le bras droit en quelque sorte de Patrick Balkany, a bien expliqué qu'il y avait un système de corruption qui s'alimentait sur l'immobilier. On prenait des commissions, 3% sur chaque marché, et que, encore une fois, tout ça faisait vivre à la fois le parti et parfois aussi les gens. Ce sont les accusations qui sont portées en effet par Didier Schuller. Pourquoi parle-t-il maintenant? On se posera la question dans un instant. Mais vous parliez de la gestion de la ville. C'est vrai que la dette communale est 4 fois supérieure à la moyenne. C'est la ville la plus endettée de France. Tout ça, ça a quand même des conséquences pour le contribuable. Oui, non. Je vais vous dire, les banques ne sont pas des organismes philanthropiques. Laurence vient du secteur bancaire. Elle sait très bien qu'on ne vous prête pas de l'argent si vous n'avez pas les reins solides. La notation de la ville de Levallois a augmenté. On est passé. Comme la Chambre régionale des comptes, elle dit gestion opaque, multiples irrégularités dans la passation des marchés publics, élus exposés à des situations de conflit d'intérêts. Je vous parle de la dette. On a divisé par 2 on a remboursé la moitié de la dette en un mandat. Aujourd'hui, on est passé de 700 millions d'euros de dette à 200 millions d'euros de dette. Donc, on voit bien qu'il y a un désendettement massif de la ville, tout en parallèle, en créant des services publics qui sont comme vous le disiez, de haute qualité, que ce soit pour le sport, que ce soit les équipements culturels, les équipements pour la petite enfance. Il y a à Levallois une richesse, mais une richesse de savoir-vivre, si je puis dire, qu'on n'a pas ailleurs, qui est enviée par tous les autres. Et même Neuilly, parce qu'on compare souvent Neuilly et Levallois. Même à Neuilly, il n'y a pas tous ces équipements culturels et ces équipements sportifs qu'on peut avoir. On va aller au cœur du procès. Une des questions qui est au cœur de ce procès, c'est de savoir d'où vient la fortune. Expliquez-nous pourquoi le patrimoine immobilier du couple se trouve-t-il ainsi au cœur de l'affaire? Et on l'a largement vu dans l'enquête. Pourquoi est-ce à l'intersection de toutes les questions? En fait, c'est assez simple. Les Balkany ont dissimulé 13 millions d'euros de patrimoine au fisc. Ils sont soupçonnés d'avoir... Ils ne sont pas que soupçonnés, ils ont reconnu les faits sur la fraude fiscale. Donc aujourd'hui, ce sont des faits qu'on peut considérer comme Ils ne disent établis. pas 13 millions. Alors après, il y a une discussion effectivement sur le montant, notamment parce qu'ils nient la possession de la villa de Marrakech. Voilà. Mais le chiffrage fait par le fisc, c'est 13 millions d'euros. Bon. La question, une fois que vous avez admis ça, la question c'est d'où vient cet argent. Oui. Or, l'argument de Patrick Balkany, il l'a dit là, c'est la fortune familiale. Sauf que il n'a jamais pu prouver l'origine de cet argent. D'accord, il dit c'est les lingots d'or de papa qu'il avait planqués en Suisse. Ils n'ont fourni aucun justificatif sur un certain nombre d'ouvertures de comptes en Suisse. Et en plus, ils ont élaboré des montages fiscaux extrêmement opaques, donc offshore, avec des successions donc de sociétés offshore dans les paradis fiscaux, de comptes bancaires anonymes, etc. etc. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les enquêteurs, les policiers qui ont fait l'enquête ont retracé les flux, notamment entre 2 richissimes hommes d'affaires, un homme d'affaires belge et un homme d'affaires saoudien, qui, à un moment, ont alimenté les comptes qui ont permis notamment d'acheter cette fameuse villa de Marrakech. Vous parlez de la villa de Marrakech, pourtant ils disent non, nous ne sommes pas propriétaires. Propriétaires, on était locataires. Alors, sauf que tout plaide, tous les éléments qui ont été réunis. Mais rappelez-nous ces éléments. Alors, notamment, ça commence par le nom, par exemple, de cette villa, Dariucci, qui reprend donc l'acronyme des petits-enfants de monsieur et madame Balkany. Ensuite, il y a la visite qu'ils font à Marrakech, où ils vont avec un agent immobilier pour visiter cette maison. Il y a le témoignage de cette personne qui explique que, effectivement, ça va être pour eux, mais qu'on va leur envoyer quelqu'un, qui est un monsieur qui travaille avec Patrick Balkany, qui s'appelle Jean-Pierre Aubry, et qui va s'occuper de tout. Il aurait été prête-nom, ça fait partie des soupçons? Alors, c'est effectivement ce dont il est soupçonné. Il y a l'ami avocat Arnaud Claude, qui va aussi accompagner monsieur Aubry à la fois en Suisse puis au Maroc pour rédiger et s'occuper de tout le montage offshore. Et puis il y a ces fameuses photos que vous avez diffusées aussi dans votre sujet, où on voit bien que dans l'intérieur donc de cette villa, il y a effectivement tout un tas de vêtements avec le brodé, les initiales de Patrick Balkany. Il y a également toute une bibliothèque avec des livres qui sont personnels, puisqu'on retrouve des dédicaces à Patrick et à Isabelle Balkany dans les pages de garde. Quand on est locataire d'une villa, on ne déplace pas toute sa bibliothèque. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes propriétaire à Paris. Moi, je suis locataire. Mon propriétaire, si un jour il vient chez moi, il verra dans ma bibliothèque des livres qui me sont dédicacés par vous ne lisez pas en vacances? Mais si,
dit. Non, mais il se trouve qu'ils ont aussi, quand ils on ont loue aussi un acheté local, pour plusieurs milliers d'euros de on- meubles qu'ils ont fait venir de France pour meubler la Pour villa. meubler Oui, sa mais maison. moi aussi j'ai acheté mes En meubles. location. J'ai acheté mes propres C'est meubles. Bastien Blanc, C'est là où Il y a eu Ça une interroge, question. ça On interroge. va donner la parole à Sébastien Blanc. Donc je rappelle que vous êtes membre de l'association des contribuables de Levallois-Perret, que vous avez travaillé 10 ans avec les Balkany. Tout à fait. Je crois que tout un chacun l'aura compris, il y a deux volets. Il y a un volet fiscal dont le délibéré sera rendu ce vendredi, et il y a un volet au sujet de la corruption qui concerne plus directement les Levalloisiens, sachant que la fiscalité concerne l'ensemble des Français. Sur le volet fiscal, ce qui est problématique, et vous le rappeliez, c'est qu'on a un Patrick Balkany, personne ne lui reproche d'hériter, d'avoir une famille avec ses beaux-parents qui roulaient en Rolls. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans toute succession en France, puisque Patrick Balkany est citoyen français, on a, lorsque vous avez une succession, un héritage, un acte, laissez-moi finir, un acte notarié. Un acte notarié. Lorsque la justice lui demande de justifier, personne ne lui reproche d'avoir des fonds, mais quand la justice lui demande d'où proviennent les fonds, vous héritez de vos parents, vous savez pertinemment que vous aurez des documents. Madame Bourdais-Mathis, laissez-moi finir. Mais ce n'est pas le propos. Vous avez quand même des documents qui ont été mis en Suisse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais bien évidemment, le secret bancaire suisse, vous le connaissez, et si vous le connaissiez si bien, vous pourriez savoir que les documents existent, y compris avant 1939 et avant 1945. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la fiscalité, c'est qu'il y a une problématique morale. Alors peut-être que la morale échappe à tout un chacun, mais vous avez Patrick Balkany qui a été parlementaire durant 25 ans. Ça fait 36 ans qu'il est élu de la République et 25 ans qu'il est parlementaire. Il a eu deux occasions, aussi bien sous Édouard Balladur que sous Éric Woerth, puisqu'il y a eu des dispositifs de mis en place, de rapatrier ces fonds. Il l'a fait à aucun moment. Non, il ne l'a jamais fait. Mais non, c'est que vous ne connaissez pas le dossier. C'est que vous ne connaissez pas le dossier, puisqu'il n'a jamais restitué ces fonds, puisqu'il a nié. Et c'est seulement en confrontation devant le juge qu'il a reconnu que c'était un héritage familial. Donc à aucun moment, il ne reconnaît. Et personne ne lui reproche d'avoir de l'argent. La seule question, c'est de pouvoir justifier la provenance. Le deuxième volet, il s'agit de la corruption. On évoquait l'immobilier. De la personnalité de Patrick Balkany. C'est absolument pas la personnalité. La villa de Marrakech, c'est pas la personnalité de Patrick Balkany. La villa de Marrakech, elle est détenue, et vous connaissez le dossier aussi bien que moi, je l'imagine, par Jean-Pierre Aubry, par des bons porteurs. Eh bien, écoutez, on a le délibéré aujourd'hui. Merci, Monsieur Blanc. Non, c'est pas un délibéré, c'est factuel. Elle est détenue par Jean-Pierre Aubry, par des tons, qui est le dirigeant. C'est la justice qui le dit. C'est dans l'enquête, c'est extrêmement factuel. Je vais vous poser une question. Vous évoquiez le fait d'être locataire ou propriétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une maison dans le monde qui a été saisie, et il n'y a aucun propriétaire qui se manifeste pour récupérer son bien. Je vous pose la question. Vous évoquez le fait d'être locataire ou propriétaire. Je vous pose la question. Nous sommes déjà au délibéré, mais franchement, je vous pose cette question qui est dans le présent et pas dans le futur. Vraiment, Marty McFly. Personne ne réclame donc cette maison qui n'appartient à personne. Monsieur Blanc, il y a peut-être une question que se posent les gens qui nous regardent en ce moment. Vous avez travaillé pour les Balkany. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes complètement retourné contre eux? Quelle a été la bascule? J'ai toujours dit, et je pense que vous pourrez me le concéder, qu'il y a une... J'imagine bien. Vous l'avez préparé, Isabelle vous a aidé certainement. Là-dessus, on a des gens qui arrivent en 83 qui transforment cette ville. C'est indéniable, votre reportage le montre bien. On a une vraie transformation de cette ville, on a une vraie volonté politique de faire avancer les choses, que ce soit au niveau du sport, au niveau des seniors, au niveau de l'enfance. Et aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnaire d'une commune, ça ne veut pas dire, c'est comme un avocat, vous n'êtes pas à 100% en adéquation avec l'élu. Vous travaillez au service d'une population. Après, effectivement, quand vous rentrez dans les arcanes, vous découvrez le sport, vous découvrez l'immobilier, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui peut se faire. Et on le voit bien, il y a une forme de contestation. Patrick Balkany a beau être réélu, il n'est pas assis comme dans d'autres villes. Je pense au Plessis-Robinson, à Philippe Pemzec. Ce sont des gens qui sont réélus avec 70%, c'est incontestable. Il y a toujours eu une opposition à Levallois qui a été incarnée par différentes personnes. Donc il n'y a pas un plébiscite systématique où il est assis en toute puissance. Il a été réélu au premier tour. Il a été réélu, je vous le concède. À chaque fois. Mais sans affaire judiciaire, puisque depuis 2014, il n'a pas affronté le suffrage universel. Il le fera peut-être si la justice le lui permet, mais on ne peut pas parler d'un plébiscite. Vous prenez, et c'est votre famille politique, puisque Philippe Juvin est maire de la Garenne, a été réélu avec 72%. C'est incontestable, ce n'est pas le cas de Patrick Balkany. Un tout dernier point, Fabrice, c'est une des questions qui interpelle quand on regarde le reportage. Isabelle Balkany, donc payer, aller au supermarché avec des billets de 500 €. C'est ce que les enquêteurs ont constaté, c'est qu'elle se rendait généralement le vendredi en fin de semaine pour faire les courses dans un supermarché près de leur résidence de Giverny dans l'Eure. Et en effet, elle payait avec des billets de 500 €. Et ces billets ne sont pas acceptés dans les caisses normales. Les caissières n'ont pas l'autorisation
de recevoir ces billets de 500 €. Donc elle allait à la caisse centrale pour, en quelque sorte, faire du change. Voilà. Ils ont également constaté que c'est vrai que le couple Balkany utilisait beaucoup d'argent en liquide, par exemple pour leurs déplacements en avion. Ils faisaient appel à une agence de voyage qui est à Levallois et ils auraient dépensé plus de 80 000 € en l'espace de 3 ans. Et cet argent ne venait pas de leur compte en banque, ça c'est très important, puisque l'enquête fiscale a bien démontré aussi que certaines années, par exemple, les Balkany ne retirent aucune somme en liquide de leur compte en banque. On poursuivrait bien encore le débat, mais le temps nous est compté. Ce sera rediffusé en tout cas ce soir sur BFM TV à partir de 23h20. Oui, c'est bien ça. Et tout de suite, c'est Bruce Toussaint, Tonight Bruce Info. Bonne soirée.